Ma famille m'a invité à un dîner de luxe pour m'humilier publiquement et m'annoncer qu'ils me rayaient de leur héritage. Mon père s'est levé, un verre à la main, et a déclaré devant tous nos proches: « Nous avons décidé de te rayer de l'héritage. Tu ne l'as jamais mérité. » Le silence est tombé, puis les rires ont éclaté. Tous ont applaudi. J'ai souri, j'ai bu une gorgée de mon vin, et je suis parti sans un mot. 2 jours plus tard, leur monde s'est effondré dans un chaos total. C'est mon histoire. Avant de plonger dans les détails de cette soirée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. L'invitation était arrivée 3 jours plus tôt. Un appel de mon père, Armand de Valois. Sa voix, pour la première fois depuis des mois, était chaleureuse, presque enjôleuse. « Clarisse, ma chérie, nous organisons un grand dîner de famille ce samedi. Tout le monde sera là. Ta présence nous ferait très plaisir. » Une invitation au restaurant Le Pressoir d'Argent, le 2 étoiles de Gordon Ramsay, en plein cœur de Bordeaux, face au Grand Théâtre. Un endroit où il fallait réserver des semaines, voire des mois, à l'avance. Un lieu conçu pour impressionner, pour affirmer un statut. J'aurais dû me méfier. Dans ma famille, les gestes grandioses cachaient toujours les intentions les plus viles. Mais une part stupide de moi, une part qui refusait de mourir, a espéré. Espérer que, peut-être, il voulait enfin faire la paix. Je suis arrivée à 20 heures précises. Vêtue d'une robe simple mais élégante, la seule pièce de luxe que je m'étais offerte avec mon propre salaire. En entrant dans le salon privé qu'ils avaient réservé, j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Ils étaient tous là. Mon père, Armand, trônant en bout de table, le visage déjà rougeau à cause du vin. Ma mère, Béatrice, à ses côtés, me gratifiant d'un sourire si fin qu'il ressemblait à une coupure de rasoir. Mon frère aîné, Thibaut, avachi sur sa chaise, un air suffisant collé au visage. Et ma petite sœur, Adélie, qui a détourné les yeux, mais dont les épaules frémissaient d'un rire à peine contenu. Tante, oncle, cousin, toute la meute était rassemblée. Le début du repas fut une torture de faux-semblants. Des compliments mielleux sur ma robe, des questions creuses sur mon travail ennuyeux, dans la finance. Je répondais par des phrases courtes, polies, sentant le piège se refermer. Chaque sourire était une grimace, chaque mot un mensonge. Mon père commanda une bouteille de Saint-Émilion Grand Cru classé, un vin dont le prix aurait pu payer mon loyer pendant 3 mois. À la famille, lança-t-il en levant son verre. Tous répétèrent en chœur, leur verre s'entrechoquant dans un bruit cristallin et faux. C'est au moment du plat principal que le couperet est tombé. Mon père a tapoté sur son verre avec sa fourchette. Le silence s'est fait instantanément. Il s'est levé, savourant son moment, le prédateur sur le point d'achever sa proie. Mes chers amis, ma chère famille, je vous ai réunis ce soir pour une annonce importante. Il a marqué une pause, ses petits yeux balayant l'assemblée avant de se fixer sur moi. Comme vous le savez, la loyauté et les valeurs familiales sont tout pour nous. Malheureusement, certaines personnes oublient ce qui compte vraiment. Mon cœur a commencé à battre lourdement dans ma poitrine. Je savais. C'est pourquoi, après mûre réflexion, Béatrice et moi avons pris une décision difficile mais nécessaire. Clarisse. Sa voix résonnait dans le silence feutré. Nous avons décidé de te rayer de l'héritage. Tu ne l'as jamais mérité. La phrase a flotté dans l'air, suspendue. Puis, le premier ricanement a fusé. C'était Thibaut. Bientôt, il fut rejoint par Adélie, puis par ma tante, mon oncle. En quelques secondes, la table entière était secouée de rires. Des rires cruels, triomphants. Ma mère a porté sa serviette à ses lèvres, non pas pour essuyer une larme, mais pour dissimuler un large sourire de satisfaction. Ils se délectaient de mon humiliation. Ils avaient payé une fortune pour ce spectacle. Je suis restée immobile, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. J'ai senti la colère monter en moi, une vague brûlante menaçant de tout emporter. Mais je l'ai maîtrisée. Lentement, j'ai reposé ma fourchette. J'ai levé les yeux et j'ai regardé chacun d'entre eux, un par un, gravant leur visage jubilatoire dans ma mémoire. J'ai pris mon verre, celui rempli de ce vin hors de prix. J'ai bu une lente gorgée,
le liquide rubis me semblant avoir le goût du sang. Puis, j'ai souri. Un vrai sourire, calme et maîtrisé. Félicitations, ai-je dit d'une voix douce. J'espère que ça en valait la peine. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe, pris mon sac à main et me suis dirigée vers la porte. Leur silence était désormais teinté de confusion. Ils s'attendaient à des larmes, des cris, une scène. Je ne leur ai rien donné de tout ça. C'est tout? Tu t'en vas comme ça, a crié Thibaut, incrédule. Sur le seuil, je me suis retournée. Que vouliez-vous d'autre? Vous avez pris votre décision. Je l'accepte. Ils pensaient que mon silence était une défaite. En réalité, c'était le calme avant la tempête que j'allais déchaîner sur eux. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis restée si calme, n'est-ce pas? Pourquoi je n'ai pas hurlé, pleuré ou supplié? Laissez-moi vous montrer pourquoi. Ma véritable force ne résidait pas dans ma capacité à endurer l'humiliation, mais dans un dossier secret, protégé par un mot de passe, qui dormait sur mon ordinateur portable. Un dossier que j'avais nommé « Assurance ». En quittant le restaurant, j'ai marché dans l'air frais de la nuit bordelaise. Les lumières du grand théâtre illuminaient la place de la Comédie, créant une scène magnifique qui contrastait violemment avec la laideur que je venais de laisser derrière moi. J'ai ignoré les appels qui commençaient à faire vibrer mon téléphone et j'ai rejoint ma voiture, une modeste berline que j'avais payée jusqu'au dernier centime avec mon propre argent. Chaque élément de ma vie, je l'avais gagné. Et c'était précisément ça, leur problème. Je suis rentré dans mon petit appartement du quartier des Chartrons, un ancien quartier de négociants en vin devenu un repère branché. Mon chat, Platon, est venu se frotter contre mes jambes en miaulant. Après lui avoir donné sa pâtée, je me suis servi un verre de vin, un simple Bordeaux que j'aimais, pas la frime Tapac sans grave l'œil de mon père. Puis, j'ai allumé mon ordinateur. Ma famille pensait que j'étais une analyste financière médiocre dans un cabinet de second ordre. Ils aimaient se moquer de mon travail, sans ambition, le comparer à la carrière prétendument brillante de Thibaut dans une start-up technologique où il passait le plus clair de son temps à jouer aux jeux vidéo sous prétexte de « recherche d'expérience utilisateur ». Ils vantaient l'esprit d'entreprise d'Adélie, dont la boutique de vêtements en ligne perdait de l'argent depuis 3 ans. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon titre officiel était celui de comptable forensique. Mon cabinet, Finance et Vigilance, n'était pas un acteur de second ordre. Nous étions spécialisés dans la détection de fraudes financières complexes, et j'étais l'une de leurs meilleures enquêtrices. Mon travail consistait à suivre l'argent, à trouver la vérité cachée derrière des couches de mensonges et de documents falsifiés. Depuis mon plus jeune âge, j'avais été obsédée par la vérité, peut-être parce que j'avais grandi dans une famille où elle était une denrée si rare. Mon père était un maître dans l'art de plier la réalité à son avantage. Pour lui, les faits étaient négociables. Pour moi, les chiffres, eux, ne mentaient jamais. Ils étaient mon refuge, ma certitude dans un monde de faux-semblants. Il y a 3 mois, le piège qu'il m'avait tendu ce soir avait commencé à prendre forme, mais pas comme il l'avait prévu. Ma mère, Béatrice, m'avait appelé, la voix faussement désemparée. « Clarisse, ma chérie, j'ai un petit souci avec des papiers pour ton père, une question de fiscalité, tu es la seule qui puisse m'aider. » Elle m'avait tendu une pile de documents, persuadée que ma compétence se limitait à remplir une déclaration d'impôt. Elle avait sous-estimé sa fille. Tragiquement. En parcourant les bilans de la société immobilière de mon père, mon œil d'experte a immédiatement décelé des anomalies. Des schémas que je ne connaissais que trop bien. Des sociétés écrans basées au Luxembourg. Des virements vers des comptes en Suisse. Des transactions immobilières concernant la rénovation de vieux châteaux viticoles dans la région, où les coûts étaient systématiquement surévalués pour détourner des fonds. C'était un montage classique, mais audacieux. Mon père ne se contentait pas de flirter avec l'illégalité, il dansait avec. Pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai mené ma propre enquête, en dehors de mes heures de travail, sur mon ordinateur personnel. J'ai utilisé mes compétences pour accéder à des bases de données publiques, pour croiser les informations, pour assembler les pièces du puzzle. Ce que j'ai découvert était bien pire que ce que j'imaginais. Mon père n'avait pas seulement fraudé le fisc. Il avait escroqué ses propres partenaires, siphonnant l'argent de leurs projets communs.
Il avait détourné des subventions destinées à la restauration du patrimoine. Il avait bâti son empire, sa fierté, sur un marécage de mensonges et de crimes financiers. J'avais compilé chaque preuve, chaque relevé bancaire, chaque email compromettant dans ce dossier, assurance. Au début, c'était une simple précaution. Une police d'assurance au cas où ils essaieraient de me nuire. J'avais même hésité. Une part de moi se demandait si je pourrais vraiment aller jusqu'au bout. C'était mon père, après tout. Mais ce soir, en me déshéritant avec une telle cruauté, devant une audience hilare, il n'avait pas seulement coupé les ponts. Il venait d'armer la bombe que je tenais entre mes mains. Il m'avait donné la seule chose dont j'avais besoin, la justification. Assise dans le silence de mon appartement, le visage illuminé par l'écran, j'ai ouvert le dossier. La colère froide qui m'habitait s'est transformée en une détermination glaciale. La vengeance n'était plus le moteur. C'était la justice. Pour moi, et pour tous ceux qui l'avaient floué. Le spectacle de ce soir n'était que le prologue. Le vrai chaos allait commencer. Et j'allais en être la metteur en scène. Alors que je planifiais mes premiers mouvements, mon téléphone a sonné. Le nom de ma grand-mère, Madeleine, s'est affiché sur l'écran. C'était la seule personne dans cette pièce, ce soir, dont le silence m'avait réellement blessée. Elle m'avait toujours protégée quand j'étais enfant, me glissant en secret des cannelés, ces petits gâteaux caramélisés de Bordeaux, en me murmurant « Tu es la plus intelligente de tous, Clarisse, ne l'oublie jamais ». Son silence ce soir avait été une trahison. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Clarisse, ma puce. Sa voix était fragile, fatiguée. Je voulais m'excuser. Ce que ton père a fait ce soir était monstrueux. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai été lâche. Oui, tu l'as été, ai-je répondu, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Un long silence a suivi. Puis elle a soupiré. Tu as raison. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Une chose qui explique, sans excuser, sa cruauté. J'ai attendu, le cœur serré. Ton père est ruiné, Clarisse. Ou presque. Ses affaires vont très mal depuis plus d'1 an. Il a pris de mauvaises décisions, s'est endetté jusqu'au cou. L'héritage dont il parlait, cet empire dont il est si fier, c'est un château de cartes. Il n'y a presque plus rien. Je me suis assise sur le bord de mon canapé, essayant d'absorber l'information. Ruiné ? Mon père, l'homme qui mesurait la valeur d'une personne à la taille de son portefeuille ? Alors pourquoi ce dîner ? Ai-je demandé, la voix tremblante. C'était du théâtre, ma chérie. Une pièce cruelle. Il voulait te blesser avant que tu ne découvres la vérité. Il voulait te faire passer pour la paria, la déshéritée, pour que personne ne remette en question sa propre faillite. C'est plus facile de te rejeter que d'admettre qu'il a tout perdu. Et puis ? Elle a hésité. Il ne supporte pas ton indépendance. Le fait que tu n'aies jamais eu besoin de lui, de son argent, de son approbation, ça le rend fou. Tu es le miroir de son propre échec. En t'humiliant, il essayait de se sentir puissant une dernière fois. Cette révélation a été comme un coup de poignard. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était une question d'ego. Un ego si démesuré et si fragile qu'il préférait détruire sa propre fille plutôt que d'affronter la réalité. La pitié que j'aurais pu ressentir s'est évaporée, remplacée par un dégoût profond. Toute la structure de ma famille, basée sur la peur de cet homme et le respect de sa prétendue réussite, était une imposture. Nous avons parlé encore un peu. Elle m'a raconté comment il était devenu paranoïaque, comment il accusait tout le monde de ses problèmes. Avant de raccrocher, elle a ajouté d'une voix faible, « Faites attention à toi, Clarisse. Un homme acculé est dangereux. » Après cet appel, je suis restée longtemps dans le noir. La confession de ma grand-mère avait tout changé. Mon plan n'était plus une simple police d'assurance. C'était devenu une nécessité morale. Il ne s'agissait plus seulement de me défendre, mais de l'empêcher de nuire à d'autres. Ses partenaires qu'il avait escroqués, les artisans qu'il n'avait pas payés. Combien de vies avait-il brisées pour maintenir sa façade ? C'est une injustice insupportable. Et je vous pose la question, que feriez-vous à ma place ?
Si vous découvriez que la personne qui vous a fait le plus de mal est aussi un criminel qui a blessé d'innombrables innocents. Laisseriez-vous les liens du sang vous dicter le silence, ou choisiriez-vous la justice, même si cela signifie détruire votre propre famille? Dites-le moi dans les commentaires. Pour moi, le choix était clair. La loyauté familiale s'arrête là où le crime commence. Le nom de Valois, dont mon père était si fier, n'était plus un héritage, mais une souillure. J'allais le nettoyer. J'ai rallumé mon ordinateur, mes doigts courant sur le clavier avec une nouvelle assurance. La première étape était d'activer ma véritable police d'assurance. J'ai ouvert un email crypté et j'ai commencé à taper. Le destinataire était un homme que mon père ne soupçonnerait jamais, un contact que je m'étais fait lors d'une affaire précédente. Un homme dont le métier était de mettre en lumière les secrets les plus sombres. L'heure n'était plus à la défense. L'heure était à l'attaque. Et le premier coup allait être porté non pas par moi, mais par la presse. Mon père aimait tant être sous les feux des projecteurs. J'allais lui offrir la une qu'il méritait. Le dimanche matin s'est levé sur Bordeaux avec une lumière douce, presque ironique. J'avais à peine dormi, l'esprit en ébullition, passant en revue chaque fichier, chaque preuve, chaque étape de mon plan. Assise à la terrasse d'un café sur les quais, avec un double expresso, j'ai envoyé le message qui allait tout déclencher. Le destinataire était Julien Perrault, un journaliste d'investigation pour le grand quotidien régional, La Tribune de Bordeaux. Nous avions collaboré un an plus tôt sur une affaire complexe de fraude aux subventions européennes. J'avais fourni l'expertise technique, il avait écrit l'article qui avait fait tomber plusieurs têtes. Il m'avait dit à l'époque, si un jour vous avez une autre histoire comme celle-là, vous avez mon numéro. Je vous dois une fière chandelle. Mon message était court, Julien, c'est Clarisse de Valois. Je crois que j'ai une histoire pour toi. Promoteur immobilier local, possible fraude massive, évasion fiscale, multiples victimes. Ça t'intéresse? Sa réponse est arrivée moins d'une minute plus tard. Toujours. Quand et où? Nous avons convenu de nous voir le mardi matin dans ses bureaux. Cela me laissait 48 heures pour organiser un dossier irréfutable, une présentation si claire et si bien documentée qu'aucun rédacteur en chef ne pourrait la refuser. Je ne pouvais me permettre aucune erreur. J'ai passé le reste du dimanche et toute la journée du lundi plongé dans les chiffres. Plus je creusais, plus l'ampleur de la fraude de mon père me donnait le vertige. Il avait contracté des prêts en utilisant comme garantie des châteaux qu'il ne possédait qu'en partie. Il avait créé des sociétés de construction fantômes pour facturer des travaux qui n'avaient jamais eu lieu. Il avait convaincu de petits investisseurs de mettre leurs économies dans des projets de rénovation qui n'étaient que du vent. C'était un système pyramidal sophistiqué, et chaque transaction laissait une trace, une signature, un fil que je pouvais tirer pour défaire toute la pelote. Pendant ce temps, ma famille, inconsciente de la bombe à retardement que j'étais en train d'amorcer, a commencé son offensive psychologique. D'abord, un appel de Thibault le dimanche après-midi. Allô Clarisse? C'est moi. Écoute, papa veut te parler. Je n'ai rien à lui dire, ai-je répondu froidement. Arrête de faire ton cinéma. Il est prêt à reconsidérer sa décision si tu présentes tes excuses. Un rire bref et sans joie m'a échappé. M'excuser? Pourquoi exactement? Pour avoir embarrassé la famille samedi soir. Pour être parti comme ça. Il a dépensé beaucoup d'argent pour ce dîner. Il a dépensé beaucoup d'argent pour m'humilier, ai-je corrigé. Dis à papa que je refuse sa généreuse offre. Tu fais une erreur, a-t-il sifflé avant de raccrocher. 10 minutes plus tard, un SMS d'Adélie, Thibault a dit que tu lui avais mal parlé. Pourquoi faut-il toujours que tu compliques tout? Je n'ai pas répondu. Puis un message de ma mère, ton père est très déçu. Tu as toujours été une ingrate. Supprimé. Mon oncle Gérald, tes parents ne veulent que le bien de la famille. J'espère que tu changeras d'attitude. Supprimé. Et enfin, le chef-d'œuvre de ma tante Carole, c'est une telle honte de te voir renier ta famille comme ça. L'orgueil précède la chute, ma petite Clarisse. J'ai fixé ce dernier message. L'orgueil précède la chute. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Elle se trompait juste sur l'identité de celui qui allait tomber. Le mardi matin,
Je me suis rendu dans les locaux de la Tribune, un ancien entrepôt de vin sur les quais réaménagé en bureau moderne. Le bureau de Julien était un chaos organisé de piles de journaux, de tasses de café et de post-it. « Vous avez l'air fatigué », a-t-il observé en me servant un café. « Long week-end », ai-je répondu. Mais ça en valait la peine. J'ai sorti mon ordinateur et une clé USB. Pendant près de 2 heures, je lui ai exposé l'intégralité de l'affaire. Les schémas, les preuves, les noms, les montants. À chaque diapositive de ma présentation, ses yeux s'écarquillaient un peu plus. Quand j'ai terminé, il s'est renversé dans son fauteuil, passant une main dans ses cheveux. Bon sang, Clarisse. C'est énorme. C'est la plus grosse affaire de fraude que Bordeaux ait connue depuis des années. Je sais. Il m'a regardé attentivement, son expression passant du choc professionnel à une inquiétude plus personnelle. Ce sont vos parents. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? J'ai pensé au dîner de samedi. Au rire. Au visage triomphant de mon père. Plus que sûr, ai-je affirmé. Il a hoché la tête, son regard de journaliste reprenant le dessus. D'accord. Donnez-moi 3 jours. Je dois vérifier certaines de ces informations de manière indépendante, parler à quelques sources discrètes. L'article pourrait être prêt à être publié en fin de semaine. La rencontre avec le journaliste était fixée. La machine était lancée. Mais je ne savais pas encore que mon père avait déjà un coup d'avance sur moi, un coup qui allait presque tout faire échouer. Le mercredi matin, au bureau, l'atmosphère était étrange. J'essayais de me concentrer sur mon travail, mais une boule d'angoisse s'était logée dans mon estomac. Mon père n'était pas stupide. Mon départ calme et silencieux du dîner avait dû l'intriguer plus qu'une crise de larmes. Il devait se demander ce que je préparais. Et un homme comme lui, quand il s'inquiète, il n'attend pas, il agit. La confirmation est arrivée vers 10 heures. Ma patronne, Hélène, une femme brillante et perspicace d'une 50aine d'années, m'a appelée dans son bureau. « Clarisse, asseyez-vous. J'ai eu un appel étrange ce matin. Un homme se présentant comme un client potentiel, qui voulait spécifiquement se renseigner sur vous. » Mon sang s'est glacé. Et qui était-ce? Il n'a pas donné son vrai nom, mais le numéro provenait du standard du groupe immobilier de votre père. Il posait des questions sur vos qualifications, votre spécialité, vos affaires récentes. J'ai eu l'impression qu'il cherchait à savoir si vous aviez les compétences pour, disons, découvrir certaines choses. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Clarisse, quoi que vous fassiez, soyez prudente. À peine retournée à mon bureau, mon téléphone a vibré. Un SMS de Thibaut. Papa veut déjeuner avec toi. Juste vous deux. Demain midi, au club des Quinconces. Il dit que c'est important. Le club des Quinconces. Le bastion de mon père. Un club privé et exclusif où il recevait ses clients les plus importants et menait ses affaires les plus douteuses. Un lieu où il se sentait tout-puissant. C'était un piège, c'était évident. Une tentative de me jauger, de découvrir ce que je savais. J'ai d'abord voulu refuser, mais une autre idée a germé dans mon esprit. Peut-être était-ce l'occasion parfaite. L'occasion de le regarder dans les yeux et de lui montrer que la petite fille qu'il avait toujours méprisée avait grandi. Le lendemain, je suis arrivée au club à midi pile. Il était déjà là, à sa table habituelle, celle qui offrait une vue panoramique sur la Garonne. Il s'est levé en souriant, comme si le dîner de samedi n'avait jamais eu lieu. « Clarisse, ma chérie, merci d'être venue. » Je me suis assise sans répondre à son sourire. « Que veux-tu, papa ?» Son masque s'est légèrement fissuré. « Allons, ne peut-on pas déjeuner tranquillement ? J'ai été trop dure l'autre soir. Ta mère et moi, nous regrettons. Nous sommes prêts à reconsidérer pour l'héritage. » Quelle générosité, ai-je dit d'un ton glacial. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé depuis samedi? Il a hésité, cherchant ses mots. Ta mère se sent coupable. Maman ne se sent jamais coupable de rien. Et c'est encore. Son visage s'est durci. La patience n'avait jamais été sa plus grande qualité. Très bien. Tu veux la vérité? Nous sommes inquiets pour toi. Ton silence, ce n'est pas normal. Ce n'est pas toi.
Tu ne sais rien de ce qui est moi ou pas moi, ai-je rétorqué. Tu n'as jamais pris la peine de le savoir. Surveille tonton, a-t-il grondé. Je suis toujours ton père. Biologiquement, oui. Il a serré les poings. Il perdait le contrôle, et il le savait. J'ai décidé qu'il était temps de porter les stockades. Dis-moi, papa, pourquoi as-tu appelé mon bureau hier? La question l'a pris au dépourvu. Il a blêmi. Quoi? Je n'ai pas. Si. Tu as appelé. Tu as prétendu être un client. Tu as posé des questions sur moi. Pourquoi? Tu as peur de quelque chose? Peur que je découvre quelque chose? Il a retrouvé son sang-froid, mais c'était trop tard. J'avais vu la panique dans ses yeux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. J'ai fait une pause, le regardant fixement. Les affaires sont bonnes en ce moment? Le marché de l'immobilier doit être compliqué. Parce que j'ai entendu dire que tu avais quelques difficultés financières. Des problèmes de trésorerie, des conflits avec tes partenaires, ce genre de choses. Ses yeux se sont plissés. Qui t'a raconté ça? Personne. J'ai juste additionné 2 et 2. C'est mon métier, après tout. J'ai souri doucement. Parce que d'après ce que j'ai vu, ton business est un château de cartes construit sur la fraude, le détournement de fonds et l'évasion fiscale. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis que la fille décevante avec le travail ennuyeux. Le silence qui a suivi était assourdissant. La couleur a quitté son visage. Il me fixait, la bouche entr'ouverte. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur pure dans les yeux de mon père. Qu'est-ce que tu veux? A-t-il finalement articulé, sa voix un murmure rauque. De l'argent? C'est ça? Dis-moi un prix. Je ne veux pas de ton argent sale. Alors quoi? A-t-il crié, attirant l'attention des tables voisines. Je veux que tu paies. Pour ce que tu m'as fait, et pour ce que tu as fait à tous les autres. Petite ingrate. Il s'est retenu, sa rage contenue faisant trembler ses mains. Si tu essaies de me détruire, tu le regretteras toute ta vie. Je te le promets. J'ai des avocats, des relations. Tu n'es rien. Tu ne peux pas gagner. Je me suis levée. C'est ce que nous allons voir. En sortant de ce restaurant, mon cœur battait à tout rompre. Je savais que la guerre était déclarée. Mais la première bataille n'allait pas se dérouler dans la presse, mais directement sur mon lieu de travail. La vengeance de mon père n'a pas tardé. Elle a été plus rapide, plus vicieuse et plus personnelle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il n'a pas attendu ses avocats. Il a utilisé son autre fils, mon frère, comme une arme. Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi, le cœur encore battant de ma confrontation avec mon père, j'ai reçu un appel sur mon portable professionnel. C'était Simon, un collègue du département informatique, un garçon un peu geek mais incroyablement brillant, heureusement pour moi, un ami. Clarisse? C'est Simon. Ne panique pas, mais on a un problème. Sa voix était tendue. Il y a eu une tentative d'intrusion sur ton poste de travail il y a 1 heure. Quelqu'un a essayé d'accéder à tes fichiers à distance. On a bloqué l'attaque, mais ce n'est pas tout. Un email anonyme a été envoyé à toute la direction, y compris au grand patron. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Qu'est-ce qu'il disait? Il t'accuse de vol de données confidentielles. Il prétend que tu copies les dossiers de nos clients pour les vendre à la concurrence. C'est une accusation gravissime, Clarisse. Je me suis appuyée contre un mur, le souffle coupé. C'était l'œuvre de Thibault. Il était le seul à avoir les compétences techniques pour monter une telle opération. Mon père l'avait appelé juste après notre déjeuner, fou de rage, et lui avait ordonné de me détruire professionnellement. C'était une attaque sur 2 fronts, me faire virer et me discréditer complètement, pour que personne ne croie jamais à mes accusations contre mon père. Simon, peux-tu retracer l'origine de l'email et de l'attaque, ai-je demandé, ma voix tremblant. J'y travaille déjà. Ça va prendre un peu de temps, c'est bien masqué. Mais Clarisse, sois prête. Demain matin, ça va être l'enfer au bureau. Il avait raison. Le lendemain, à peine avais-je posé le pied dans l'open space que le regard de mes collègues m'a fait comprendre que la rumeur s'était déjà répandue.
À 9 heures, j'étais convoquée dans la salle du conseil. Hélène était là, ainsi que les 3 autres associés principaux du cabinet. Leur visage était grave. On m'a montré l'email anonyme. On m'a parlé de l'enquête interne qui allait être lancée. Puis, la lettre officielle de l'avocat de mon père, arrivée par coursier le matin même, a été posée sur la table. Elle nous accusait de harcèlement, de diffamation et d'espionnage industriel, en utilisant l'email anonyme comme soi-disant preuve de mes agissements illégaux. Le piège était parfait. Hélène me défendait, arguant de mon intégrité et de mon bilan impeccable, mais les autres associés étaient terrifiés. La réputation du cabinet était en jeu. La décision est tombée, froide et impersonnelle. Clarisse, pour la protection du cabinet et jusqu'à ce que cette affaire soit clarifiée, nous sommes contraints de vous suspendre avec effet immédiat. Suspendu. Le mot résonnait dans ma tête. En l'espace de 24 heures, j'étais passée de l'enquêtrice vedette à la paria. J'ai rassemblé mes affaires dans un carton, sous le regard fuyant de mes collègues. En sortant de l'immeuble, j'ai eu l'impression d'être nue, vulnérable. C'était exactement ce que mon père voulait. Cette nuit-là a été la plus longue de ma vie. Assise dans le noir de mon salon, avec Platon ronronnant sur mes genoux, j'ai ressenti le poids du doute pour la première fois. Et si mon père avait raison? Et si j'étais seule contre une forteresse trop puissante? J'avais perdu mon travail, ma réputation était en lambeaux. J'avais tout misé sur un plan qui semblait maintenant s'effondrer. Valait-ce vraiment la peine de tout sacrifier? La justice avait un prix, et je me demandais si je n'étais pas en train de payer un prix trop élevé. J'ai regardé le dossier « Assurance » sur mon ordinateur. Tout était là. La vérité. Mais la vérité pouvait-elle encore gagner face à une telle machination? C'est au milieu de cette nuit de désespoir que mon téléphone a vibré. Un message de Simon. Je l'ai. L'attaque et l'email proviennent d'une adresse IP qui a été redirigée plusieurs fois, mais la source originale pointe vers un serveur privé enregistré au nom de la start-up de Thibaut de Valois. Je t'envoie le rapport complet. Ils ont fait une erreur. Une erreur. Une seule petite erreur. En lisant le rapport technique, mon désespoir s'est transformé en une rage froide et pure. Ils avaient essayé de me briser, de me salir. Ils avaient sous-estimé ma seule véritable alliée, la vérité. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Julien, le journaliste. Julien? C'est Clarisse. Changement de plan. On ne peut plus attendre la fin de la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont attaqué. Ils essaient de me faire taire. Ce qui veut dire qu'ils ont peur. Terriblement peur. Il faut publier. Maintenant. Suspendu, accusé à tort, avec une menace de procès planant sur ma tête. Mon père et mon frère pensaient m'avoir acculé. C'était leur plus grosse erreur. Car en faisant ça, ils ont réveillé un allié que je ne pensais jamais avoir, ma propre fureur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'appel à Julien a tout accéléré. Quand je lui ai expliqué la situation, la suspension, l'attaque informatique menée par mon frère, les menaces de l'avocat, il a compris immédiatement. C'est parfait, a-t-il dit, sa voix vibrante d'excitation professionnelle. Il nous donne l'angle d'attaque sur un plateau d'argent. Ce n'est plus seulement une histoire de fraude financière, c'est l'histoire d'un homme puissant qui essaie de réduire sa propre fille au silence pour cacher ses crimes. Mon rédacteur en chef va adorer. On ne va pas attendre, Clarisse. On publie demain matin. À la première heure. Demain matin. Le compte à rebours était lancé. J'ai passé le reste de la journée à travailler avec Julien, lui fournissant le rapport de Simon et d'autres détails pour enrichir son article. La tension était palpable. Nous savions tous les deux que nous étions sur le point de déclencher un tremblement de terre. Ce soir-là, alors que je relisais une dernière fois l'ébauche de l'article, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était ma mère. Seule. Mon premier réflexe a été de ne pas ouvrir. Mais la curiosité, et peut-être une dernière lueur d'espoir insensé, m'ont poussé à tourner la clé.
Elle n'a pas crié. Elle n'a pas insulté. C'était pire. Elle a joué la carte de la mère au cœur brisé. Ses yeux étaient rougis, ses mains tremblaient. Elle portait une étole en cachemire comme une armure contre le monde. Clarisse, s'il te plaît, a-t-elle commencé, sa voix se brisant. Arrête ça. Tu es en train de détruire ton père. Tu es en train de détruire cette famille. Je suis restée silencieuse, adossée contre la porte. Il est malade, tu sais. Son cœur est fragile. Le stress que tu lui imposes, tu pourrais le tuer. Est-ce que c'est ça que tu veux? Avoir la mort de ton père sur la conscience? C'était une manipulation grossière, mais efficace. L'image de mon père, malgré toute sa cruauté, vulnérable et malade, a provoqué une pointe de douleur en moi. Pense à l'honneur de notre nom, a-t-elle continué, voyant qu'elle avait touché une corde sensible. Pense à Adélie, à son avenir. Pense à Thibaut. Tu vas tous nous entraîner dans ta chute. Par simple vengeance. Je l'ai regardé attentivement. J'ai cherché dans ses yeux une once de véritable chagrin, d'amour maternel. Je n'ai vu que de la peur. Pas la peur pour son mari ou pour ses enfants, mais la peur panique de perdre son statut, sa fortune, sa vie confortable bâtie sur des mensonges. Elle ne pleurait pas pour nous. Elle pleurait pour elle-même. Cette prise de conscience a balayé ma culpabilité. J'ai redressé les épaules. Où était cet honneur familial quand vous m'humiliez devant tout le monde samedi soir, ai-je demandé d'une voix calme. Où était ton inquiétude pour le cœur de papa quand tu riais de sa cruauté? Elle a été décontenancée. Elle n'avait pas de réponse. Tu ne pleures que pour toi-même, maman, ai-je continué. Tu pleures parce que la fête est finie. Il est trop tard pour les larmes. Maintenant, s'il te plaît, sors de chez moi. Elle m'a regardé avec une haine pure, son masque de mère éploré tombant pour révéler son vrai visage. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé avant de tourner les talons. J'ai fermé la porte et je me suis effondrée contre elle, le cœur battant. C'était la conversation la plus difficile de toutes. La dernière attache émotionnelle venait d'être coupée. J'ai veillé toute la nuit, l'estomac noué. À 5h55, j'ai ouvert le site de la Tribune de Bordeaux. Et à 6h précises, la bombe a explosé. Le titre s'affichait en lettres capitales sur la page d'accueil, l'Empire des Sables, les secrets sombres du magnat de l'immobilier Armand Desvalois. L'article était dévastateur. Julien avait fait un travail remarquable, mêlant les preuves financières irréfutables que je lui avais fournies aux témoignages poignants de plusieurs victimes qu'il avait retrouvées. Il racontait aussi comment mon père et mon frère avaient tenté de me faire taire en attaquant ma carrière. L'histoire n'était plus seulement celle d'un escroc, mais celle d'une famille toxique prête à tout pour protéger ses secrets. À 6h01, mon téléphone a commencé à sonner et n'a plus cessé. Des appels enragés de Thibaut. Des messages hystériques d'Adélie. Des insultes de mes oncles et tantes. Je l'ai mis en mode silencieux. La tempête était là. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vie que je connaissais, et surtout la leur, allait changer à jamais. Restez avec moi pour voir comment leur monde s'est effondré, brique par brique. La publication de l'article a eu l'effet d'une déflagration. Dès 8h du matin, l'histoire était reprise par les chaînes d'information locales, puis nationales. Le nom, de Valois, autrefois synonyme de réussite immobilière à Bordeaux, était désormais associé aux mots « fraude »,« scandale » et « corruption ». L'impact le plus immédiat et le plus puissant fut l'appel à témoins lancé par l'article de Julien. Encouragés par le fait que le scandale était désormais public, d'autres victimes sont sorties du bois. Un couple d'artisans qui avait perdu 80 000 € dans la rénovation d'un château. Un jeune viticulteur à qui mon père avait vendu un terrain en utilisant des documents falsifiés. Une association caritative qui n'avait jamais vu la couleur des 50 000 € de dons promis. Chaque nouveau témoignage ajoutait une couche de crasse à l'image déjà ternie de mon père. Au bureau, le revirement a été spectaculaire. À 10h, j'ai reçu un appel d'Hélène. « Clarisse, pouvez-vous venir ? Les associés veulent vous parler. » Je suis arrivée dans la même salle du conseil où l'on m'avait suspendu 3 jours plus tôt. L'ambiance était radicalement différente. Les visages n'étaient plus méfiants, mais remplis d'un mélange de respect et d'embarras.
Clarisse, a commencé l'associé principal, nous vous présentons nos plus sincères excuses. Nous avons agi sous la pression et la peur. Votre travail d'investigation est remarquable. Votre suspension est levée immédiatement. Puis Hélène a pris la parole. Et ce n'est pas tout. Le cabinet a décidé de prendre en charge pro bono la défense de plusieurs victimes de votre père. Et nous voulons que ce soit vous qui dirigiez l'équipe sur ces dossiers. Je suis passée de suspendue à directrice d'équipe en moins de 72 heures. La justice avait une façon étrange et ironique de fonctionner. Pendant ce temps, l'empire de mon père s'effondrait. Ses partenaires commerciaux, furieux d'apprendre qu'ils avaient été floués, ont immédiatement gelé tous les projets communs. La banque, alertée par le scandale, a rappelé tous ses prêts, provoquant un effondrement immédiat de la trésorerie. Les investisseurs paniqués exigeaient le remboursement de leur argent. En quelques jours, son entreprise, autrefois florissante, était paralysée, au bord de la faillite. Vers la fin de la semaine, j'ai reçu un dernier appel de mon père. Sa voix était méconnaissable. Fini l'arrogance, fini la colère. Il ne restait qu'une fatigue infinie et une panique à peine contenue. Clarisse, s'il te plaît. Dis-leur que tu t'es trompée. Dis-leur que tu as mal interprété les documents. On peut arranger ça. Je te donnerai ce que tu veux. N'importe quoi. Il est trop tard pour ça, papa, ai-je répondu, sans haine, juste avec une immense lassitude. Le ton de sa voix a changé, un dernier sursaut de venin. Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier de toi. Il a raccroché. C'était la dernière fois que je lui parlais en tant qu'homme libre. Le lundi suivant, une semaine exactement après la publication de l'article, le parquet de Bordeaux a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et évasion fiscale. La machine judiciaire était en marche. Le point culminant est arrivé le vendredi après-midi. J'étais en réunion avec ma nouvelle équipe et les victimes que nous représentions. Mon téléphone a vibré. C'était un lien envoyé par Julien, sans aucun texte. J'ai cliqué. C'était une vidéo en direct d'une chaîne d'information locale. La caméra était postée devant le siège du groupe de Valois. Soudain, les portes se sont ouvertes. 2 hommes en costume, des inspecteurs de la police financière, encadraient mon père. Ses mains étaient menottées dans son dos. Il avait l'air hagard, vieilli de 10 ans. Les journalistes se sont précipités, les flashs crépitaient. Il a levé la tête, son regard cherchant une caméra, et pendant une seconde, j'ai eu l'impression qu'il me regardait à travers l'écran, son visage une grimace de haine et d'humiliation. Je suis restée figée, regardant la scène en boucle. Mes clients, les victimes, pleuraient de soulagement à côté de moi. Hélène a posé une main sur mon épaule. Je devrais ressentir de la joie, du triomphe, une forme de satisfaction. Mais ce que je ressentais était un vide immense, glacial. Le vide laissé par la fin d'une guerre qui avait duré toute ma vie. Le bruit des menottes se refermant sur les poignets de mon père était le son qui mettait fin à mon enfance. En voyant mon père arrêté, je pensais que tout était terminé. Mais je me trompais. Le plus dur restait à venir, l'affronter, ainsi que le reste de ma famille, lors du procès. 3 mois se sont écoulés. 3 mois pendant lesquels l'affaire a suivi son cours, les enquêteurs accumulant des montagnes de preuves. La faillite de l'entreprise de mon père a été prononcée, et un liquidateur judiciaire a été nommé pour tenter de récupérer ce qui pouvait l'être pour les créanciers et les victimes. Le procès s'est ouvert en novembre, dans la grande salle d'audience du Palais de justice de Bordeaux. L'atmosphère était électrique. La salle était comble, des journalistes, des victimes, des curieux, et bien sûr, ma famille. Ils étaient assis au premier rang, un bloc uni de ressentiment. Ma mère, le visage fermé, vêtue de noir comme si elle était à un enterrement. Thibaut, le regard fuyant, et Adélie, qui n'arrêtait pas de pleurer silencieusement. Mon père, dans le box des accusés, avait perdu son arrogance. Il semblait plus petit, plus frêle, un homme brisé. Il n'a pas levé les yeux vers moi une seule fois. J'ai été appelée à la barre au 4e jour du procès. En marchant à travers la salle, j'ai senti le poids de tous les regards. J'ai prêté serment d'une voix claire, la main sur le code pénal. Le procureur,
une femme énergique et précise, a commencé son interrogatoire. Je lui ai raconté l'histoire depuis le début, la demande de ma mère, ma découverte, mon enquête, ma décision de contacter la presse. Je me suis efforcé de rester factuel, professionnel, en m'en tenant aux chiffres et aux documents. Puis ce fut le tour de l'avocat de mon père, un ténor du barreau connu pour ses tactiques agressives. Il s'est approché de moi, un sourire condescendant aux lèvres. Mademoiselle de Valois, n'est-il pas vrai que quelques jours avant de contacter la presse, votre père vous a déshérité lors d'un dîner de famille? C'est exact. Et n'est-il pas vrai que vous avez ressenti une immense colère et un profond sentiment d'injustice? J'ai ressenti de la colère, oui. Une colère si intense qu'elle vous a poussé à vouloir vous venger? À vouloir détruire l'homme qui vous avait rejeté? N'est-ce pas là le véritable mobile de toute cette affaire? Une simple et sordide vengeance de fille? La salle bruissait. Il essayait de me peindre comme une femme hystérique et vengeresse, discréditant ainsi toutes les preuves que j'avais apportées. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé le jury, puis l'avocat. Oui, maître, j'étais en colère, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence. Qui ne le serait pas à ma place? Mais ma colère n'a pas inventé les virements bancaires vers la Suisse. Ma colère n'a pas créé les sociétés écrans au Luxembourg. Ma colère n'a pas falsifié les signatures sur les contrats. Ma colère n'a fait qu'éclairer la vérité que vous et votre client essayez désespérément de cacher sous le tapis d'une querelle familiale. Je me suis ensuite tourné vers le banc où étaient assises les autres victimes. Ma colère est peut-être le moteur qui m'a fait démarrer, mais ce n'est pas pour moi que je suis ici aujourd'hui. Je suis ici pour Monsieur Martin, qui a perdu les 200 000 € d'économie de toute une vie dans un projet immobilier qui n'a jamais existé. Je suis ici pour la fondation, les enfants d'Aquitaine, qui n'a jamais reçu les 50 000 € de dons que mon père avait promis publiquement. Ma colère est insignifiante comparée à leur douleur. Les faits sont dans les dossiers. Les chiffres ne mentent pas. Et ils racontent une histoire de cupidité, de trahison et de mépris total pour les autres. Un silence de mort s'est installé dans la salle d'audience. L'avocat, déstabilisé, n'a posé que quelques autres questions sans conviction avant de se rasseoir. En retournant à ma place, mon regard a croisé celui de mon père pour la première fois. Il n'y avait plus de haine, plus de colère. Juste un vide immense, l'expression d'un homme qui comprenait enfin qu'il avait tout perdu. Non pas à cause de moi, mais à cause de lui-même. Le procès a duré 6 semaines. 6 semaines de témoignages poignants, d'expertises financières complexes et de plaidoiries enflammées. Finalement, le jury s'est retiré pour délibérer. Ces 2 jours d'attente ont été les plus longs de ma vie. Allait-il croire la vérité documentée, ou le récit d'une famille brisée et d'une fille en quête de vengeance? Le jour du verdict, la salle d'audience était encore plus bondée. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Quand le président du jury s'est levé, le visage impassible, mon cœur s'est arrêté de battre. Sur la première charge, escroquerie en bande organisée, le jury déclare l'accusé coupable. Le mot a résonné. Il a été suivi par une litanie. Sur la charge d'abus de biens sociaux, coupable. Sur la charge de fraude fiscale, coupable. Coupable. Sur tous les chefs d'accusation. Ma mère a éclaté en sanglots. Adélie s'est caché le visage dans les mains. Thibaut est resté figé, le visage cireux. Mon père, lui, n'a pas bougé, comme s'il s'était transformé en statue de pierre. La sentence est tombée 1 heure plus tard, 15 ans de prison ferme, et l'obligation de rembourser l'intégralité des sommes détournées aux victimes identifiées. La justice, lente mais implacable, avait rendu son verdict. Les mois qui ont suivi ont été ceux de la reconstruction. Pour moi, et de la déconstruction pour ma famille. La condamnation de mon père a été le catalyseur final de leur implosion. Ma mère a demandé le divorce, tentant de sauver les quelques actifs qui n'avaient pas été saisis. Thibaut a été licencié de sa start-up, son implication dans l'attaque informatique ayant été révélée pendant le procès. La boutique d'Adélie, privée des injections d'argent de son père, a fait faillite. Ils se sont retrouvés dépouillés de leur statut, de leur argent, et confrontés à une réalité pour laquelle ils n'avaient jamais été préparés. J'ai reçu des tentatives de contact de leur part. Des messages de Thibaut, pleins d'une amertume qui se faisait passer pour des remords.
Un appel d'Adélie, en larmes, m'accusant encore de tout avoir détruit. Je n'ai répondu à aucun. Certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester pour que l'on puisse avancer. Ma vie, en revanche, prenait une nouvelle direction. Au cabinet, j'ai été promue associée. Avec mon nouveau salaire, j'ai quitté mon petit appartement des Chartrons pour un magnifique logement avec une grande terrasse surplombant la Garonne. Un espace lumineux, ouvert, à l'image de ce que je ressentais à l'intérieur. La seule personne de ma famille que je continuais de voir était ma grand-mère, Madeleine. Nous déjeunions ensemble une fois par mois. Elle ne parlait jamais de mon père, sauf si je l'y invitais. Un jour, elle m'a dit, « Tu as fait ce qu'il fallait faire, Clarisse. Le reste d'entre eux devra apprendre à vivre avec les conséquences de leurs propres choix. » Un an exactement après la publication de l'article, je me tenais sur ma terrasse, une tasse de café à la main, regardant le soleil se lever sur Bordeaux. Platon, mon chat, se prélassait sur une chaise longue. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien. Dîner d'anniversaire la semaine prochaine? Un an depuis l'article qui a tout changé. J'ai souri et j'ai répondu, j'y serai. Un an. Cela semblait à la fois une éternité et un instant. J'avais perdu une famille, mais j'avais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, le respect de moi-même. L'indépendance. La paix. Mon père m'avait appris à être impitoyable. Il ne s'était simplement jamais attendu à ce que j'utilise cette leçon contre lui. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire, mais de survivre et de s'épanouir. C'est de se libérer des chaînes du passé, de refuser de se taire face à l'injustice, et de construire sa propre vie selon ses propres règles. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Le chemin a été long et douloureux, mais il m'a mené vers la lumière. Je suis curieuse de connaître vos expériences. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour défendre vos valeurs, même face à vos proches? Avez-vous déjà dû vous battre pour la justice, petite ou grande? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages sont importants, car ils nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. N'oubliez pas de liker la vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour plus de récits de vie. Prenez soin de vous.